Le tennis, c'est un sport de malade, un sport de psychopathe. Faut être un psychopathe pour jouer au tennis, faut être un psychopathe pour gagner. Carlos Alcaraz, c'est un énorme psychopathe. Novak Djokovic, c'est un énorme psychopathe. De toute façon, faut être deux pour faire une finale de dingue. Mais alors, battre Novak Djokovic en 5-7, en finale de Grand Chelem. Carlos, respect, franchement, Carlos. Voilà, allez, on parle de cette finale tout de suite. Franchement, magnifique. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, évidemment qu'on va parler de cette finale entre Novak Djokovic, le numéro 2 mondial, et Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial, qui restera du coup numéro 1 mondial à la fin de ce tournoi. Le vainqueur du match allait redevenir numéro 1 mondial. C'est Carlos Alcaraz qui a réussi à battre Novak Djokovic. Je sais pas si on se rend compte, déjà, premièrement, alors oui, il y a ces stats, évidemment, ça faisait depuis 10 ans qu'il n'avait pas perdu sur center court, mais même ça faisait depuis 2017 qu'il n'avait pas perdu à Wimbledon, et encore, il abandonne en 2017, donc ça fait depuis 2016 qu'il n'avait pas perdu 3-7 à Wimbledon. C'est dingue, il avait remporté 4 fois Wimbledon d'affilée. On rappelle 2018 contre Kevin Anderson, 2019 contre Roger Federer, 2021 contre Berrettini, 2022 contre Kyrgios. 4 finalistes différents, les 4 s'étaient cassés les dents, et là on avait un 5e finaliste différent en 5 finales d'affilée pour Novak Djokovic. Je rappelle qu'en 2020, c'est le Covid qui a remporté Wimbledon, et c'était Carlos Alcaraz. Et Carlos Alcaraz, je rappelle qu'il n'y a même pas un an, Carlos Alcaraz, il perdait en 8e de finale contre Sinner, il se faisait maltraiter par Yannick Sinner qui lui mettait des prunes de partout. Il avait eu du mal au premier tour contre Jan-Lennard Struff, je rappelle, et il gagnait en 5-7 mais très difficile. Et depuis ce Wimbledon 2022, il a progressé, mais de dingue. Mais ce joueur apprend, mais je sais pas comment il fait pour apprendre, mais c'est un surdoué. C'est un surdoué, il apprend super vite, il gagne le Queens, il va en finale de Wimbledon, et là il joue Novak Djokovic. On rappelle à Roland Garros, il a eu des crampes contre Novak Djokovic, il n'a pas tenu physiquement, et là il va aller le chercher dans une bataille physique, il va aller battre Novak Djokovic sur son terrain, vas-y, à la bataille physique, tu vois, je suis meilleur que toi, je vais aller te chercher, je vais aller te gagner, et c'est dingue. Et en plus, il se met un handicap en faisant un premier set catastrophique, et où Novak Djokovic prend direct les devants, 5-0, 6-1. Donc il commence le match, entre guillemets, il commence le match avec un set de retard et il va réussir à gagner 3 des 4 sets qui suivent. C'est exceptionnel, et évidemment on va penser à ce deuxième set où Novak Djokovic se procure une balle de 7. Évidemment, s'il prend la balle de 7, c'est pas le même match, c'est facile de dire ça, mais c'est pas le même match. Évidemment, la balle de 7, je rappelle, c'est un revers anodin, entre guillemets, à ce niveau-là, c'est un revers, surtout pour Novak Djokovic, c'est un revers assez anodin qu'il rate. Il rate le même revers le point d'après à 6 partout dans le tie-break. Et derrière, le passing de dingue, service volé, le passing de dingue de Carlos Alcaraz qui prend le tie-break. Et je rappelle qu'en plus, encore une fois, ça montre que c'est un exploit, c'est que Djokovic n'avait pas perdu le tie-break depuis la nuit des temps. Bon, c'était depuis face à Banja Luka, il avait perdu face à Lajovic, mais en Grand Chelem, c'était face à Enzo Couaco. Mais voilà, Enzo Couaco, pour tout le respect que j'ai pour Enzo Couaco, c'est pas un joueur de la trempe de Carlos Alcaraz, c'est-à-dire que c'est pas un moment aussi où il a joué au deuxième tour, c'est pas un moment où Djokovic était vraiment à son niveau maximal. Il y a même des interrogations sur le niveau de Djokovic à ce moment-là, l'Open d'Australie, un petit peu la blessure, comment ça va, on sait pas trop. Là, voilà, là, c'était vraiment un Djokovic en finale de Grand Chelem, et on sait que le Djokovic en finale de Grand Chelem, c'est un serpent, il pique quand il faut, et il a pas piqué à ce moment-là, grosse faute à 6-5, grosse faute à 6-6, en plus c'est quand même, voilà, on a souvent ce côté Djokovic, quand on parle de Djokovic tie-break, c'est le côté 0 faute, mais il fait 3 fautes dans le tie-break, il rate une amortie même à 3-2, mais surtout ces 2 revers manqués à 6-5 et à 6-6, et bah il lui coûte le 7, et il lui coûte bien plus, puisqu'après on va avoir un 3e set alors qu'il fait 6-1. Si vous n'avez pas vu le match, vous dites 6-1, ça a tourné à sens unique. Pas du tout, vraiment, ça a été une baston pendant 5 jeux. Pendant 5 jeux, vraiment, ça a été une énorme baston. Le set, il dure 1 heure. Ça fait 6-1, ça dure 1 heure. C'est pour vous dire à quel point ça s'est battu de dingue. 26 minutes pour un seul jeu, le jeu à 3-1 pour Alcaraz. Évidemment, ce jeu qui fait que ça bascule, ça passe à 4-1 Alcaraz, 3-2, ça n'aurait pas été la même. Évidemment, il y a eu, je crois, 14 égalités, il y a eu 32 points de jouer. Ça a été vraiment, voilà, un jeu de psychopathe. 26 minutes, pour vous dire, c'est presque la durée à 5 minutes près, c'est la durée du premier set. C'est pour dire à quel point ce jeu a été tellement intense. Et puis, c'était pas des services gagnants, commentaire double faute, ace. Non, c'était vraiment des points où il se la donnait. Vraiment, on a eu un combat de psychopathe vraiment dans ce jeu-là. Alcaraz, il réussit à prendre ce jeu-là. Ce qui est dingue, franchement, parce que même en plus ces jeux-là, les jeux très importants, Djokovic arrive à saisir l'opportunité et à retourner le match. Là, il l'a pas fait.
Donc il prend l'air, on sent quand même qu'il décroche. Fin de troisième, il décroche largement. Voilà, l'intensité n'est plus la même dans le jeu à 4-1 et le jeu à 5-1. L'intensité a totalement baissé, mais bon, c'était tellement dingue. Ensuite, il y a la pause toilette de Djokovic. Alors, il y a toujours ce mythe, évidemment, quand il fait la pause toilette, il revient, c'est plus le même joueur. Et comment dire, le joueur en plus d'en face, il se met à cogiter et tout, et puis c'est plus le même match. Là, on a eu cette pause toilette, mais on n'a pas senti ça. On n'a pas senti un Alcaraz qui flanchait. Parce que début de quatrième, c'est lui qui se procure les premières balles de break. Je rappelle qu'il mène 1-0, 15-40. Djokovic est en train de se taper la cuisse. Fait, ah là là. Et on se dit, mais attends, mais il va aller chercher. Il saisit pas ses balles de break. Et là, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, il a peut-être réveillé la bête qui sommeille en Novak Djokovic. Et quand tu laisses une micro opportunité au Serbe, tu sais que ça se transforme en une porte énorme pour Novak Djokovic. Et bah cette micro-opportunité, il l'a saisie, puisqu'il va breaker ensuite quelques jeux plus tard Carlos Alcaraz. Donc, putain, il fait vraiment un très bon jeu pour aller breaker Alcaraz. Et puis après, il est très solide, alors qu'il a eu du mal vraiment sur ses jeux de service. Il a eu beaucoup de mal sur ses jeux de service. Là, comme par hasard, à ce moment-là, il devient très solide. Il fait un très grand jeu aussi à 5-3 pour se donner le luxe de servir en premier pour le 5e set. C'est chose faite. Début de 5e set. Là, il y a vraiment cette question qui se pose, c'est comment va être Alcaraz. Parce que Djokovic, 5e set en finale de Grand Chelem, alors sur les 11 finales perdues, maintenant il y en a 12, mais sur les 11 finales perdues, de mémoire, à part l'US Open 2012 où il perd en 5-7 contre Andy Murray, dites-moi s'il y en a une autre, mais pour moi il n'y en a pas d'autre, il n'y a que celle-là où il perd en 5-7. Pour moi, il n'y a pas d'autre finale où il perd en 5-7, peut-être contre Wawrinka il les perd en 4-7. Contre Nadal, je crois qu'il va jamais en 5-7, quand il va en 5-7 il le gagne, mais il perd jamais en 5-7 contre Nadal, je crois, en finale. Celle qui perd contre Federer l'US Open 2007, il perd pas en 5-7. Donc voilà, il n'y a pas eu, pour moi, Medvedev perd en 3-7, donc pour moi, il n'y a pas eu de 5-7 à part cette défaite contre Andy Murray en finale de l'US Open 2012. Et en plus, c'était un scénario qui était différent. C'était un Murray qui menait 2-7-0, c'était un Djokovic qui revient à 2-7 partout, et Murray qui prend le 5e set. Là, on a un cas où Djokovic prend le premier, Alcaraz prend le deuxième et le troisième, Djokovic reprend le quatrième. Donc il y a aussi un petit peu ce côté momentum sur Novak Djokovic. Il prend le momentum à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il va aller chercher le 5e set, et on se dit, début de 5e set, ça y est, c'est pour lui, c'est le moment où il va encore une fois faire mal, et faire très mal à la tête de Carlos Alcaraz. Et puis Alcaraz, on se pose un petit peu la question aussi, comment il va gérer ce 5e set, comment il va gérer ce moment-là. Et il le gère super bien parce qu'il fait un début de 5e set, je l'ai trouvé mais monumental. Le début de 5e set de Carlos Alcaraz, alors c'est facile de dire ça, mais je l'ai jamais vu à ce niveau-là. Surtout à ce moment-là du match, ça fait 4 heures qu'il se tapait depuis le début du match. À ce moment-là, sortir un 5e set, un début de 5e set en cas de cette qualité, parce qu'après il y a eu beaucoup de jeux où ça a été des points assez rapides, mine de rien, mais au début de 5e set, ça se mettait encore sur la tronche. On a eu un début de 5e set énorme, balle de break d'entrée pour Alcaraz, il ne la saisit pas, on se dit c'est pas possible, mais il va encore se faire, surtout qu'à ce moment-là, il a 4 sur 18 sur les balles de break, à ce moment-là, on fait mais c'est pas possible, il va encore se faire avoir, Djoko il va encore l'avoir comme il sait faire à l'expérience. Balle de break juste après pour Novak Djokovic. Évidemment, à ce moment-là, tout le monde sait ce qui va se passer. Djokovic va break Alcaraz, Djokovic va s'envoler et il va gagner 6-3 ou 6-4 le 5e set et puis on connaît la chanson. Et Alcaraz va réussir à défier le destin et à gagner un point de malade. La balle, quand il ramène la balle et Djokovic, il la prend en coup droit de volée. La balle qui a ça de, je crois qu'elle est vraiment limite. Alors il a bien fait la touche Djokovic parce que je pense qu'elle retombe dedans, mais elle est vraiment limite. C'est un point, le point est dingue. Et regarde Djokovic sur son box à la fin de ce point-là, il veut dire non, il veut dire mais il lâche pas, le gamin il lâche pas, il continue à y aller, il lâche pas, c'est dingue parce que souvent cet adversaire là à ce moment là, ils se mettent à lâcher, ils se mettent à faire oh c'est pas possible, je me fais encore avoir par Djokovic, je vais lâcher, lui il lâche pas, Alcaraz il a pas lâché une seconde, il est resté focus sur son objectif, et puis après il va breaker Djokovic sur un passing mais franchement de toute beauté. Alors oui, c'est un passing de revers, on a l'impression qu'il est facile, mais il faut le faire, 4h15 de jeu à ce moment-là, il faut sortir ce passing-là, c'est un point très important, c'est dingue. Et puis en plus, après, donc, il prend le break, mais contre Novak Djokovic, le break, il faut le conserver, évidemment. Il arrive à le conserver, et puis le jeu à 5-4, franchement, le jeu à 5-4, j'ai eu très peur pour lui, parce que évidemment, je pense qu'on a tous pensé à cette finale 2019 contre Roger Federer, où Djokovic, voilà, Roger sert pour le match, il a 2 balles de match, et Djokovic réussit à renverser le match et à s'imposer derrière 13-12 au tie-break à 13-12 à ce moment-là. Et là, il y a un petit peu ce côté-là. Donc, premier point, il rate une amortie, 0-15. Derrière, il fait 2 points monstrueux, vraiment. Les 2 points qui sortent, c'est la volée à 15A, mais
elle est sublime. La volée à Quinza, elle est sublime. Il se détend en revers comme ça là. Elle est magnifique. La volée est somptueuse et surtout il va vers l'avant. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur. Ok, si jamais je me foire, je prends un passing, bah ok, je lui dirais bravo, mais je vais vers l'avant, j'y vais, je continue. Derrière le point à 30-15, il boise un peu un coup droit et ensuite ça fait du coup un petit coup neutre et Djokovic punit derrière un coup droit à Carlos Alcaraz. 30A, évidemment à 30A, je pense que la pression elle est comme ça. Je pense que les mains d'Alcaraz elles sont comme ça. Service gagnant. Ouah, quand tu fais un service gagnant à 30A, je pense que tu es content. Et derrière, balle de match, on sait que c'est Djokovic. Attention, gros service, plein revers sur Novak Djokovic. Vraiment, première énorme, plein revers sur Novak Djokovic, le coup fort de Novak Djokovic. Et ensuite, la montée en coup droit. Il va monter totalement côté opposé sur le coup droit de Novak Djokovic. Évidemment, à ce moment-là, on peut aussi penser à la balle de match 2019 où Federer fait une montée. Mais la montée est beaucoup moins belle. La montée d'Alcaraz, elle est phénoménale parce que sa balle, vraiment, elle a du poids. Il rentre bien dedans, il y va. Et Djokovic ne peut pas mettre le passing. Et même, je pense que s'il avait réussi à passer le passing, Alcaraz était tellement bien placé qu'il aurait pu jouer la volée. Je dis pas qu'il aurait réussi la volée à ce moment-là, parce que c'est quand même un moment très difficile, très charnière évidemment. Mais je pense qu'il aurait joué la volée. Il aurait pu jouer la volée, c'est ça qui est dingue. Et après il s'écroule, mais ce match, c'est... Alors oui, il y a eu la victoire contre Casper Ruud à l'US Open, mais comme on dit, c'était Casper Ruud et on se posait un petit peu la question, mais oui, mais qu'est-ce que ça a donné face à un gros? Il y a eu ce match, la crampe face à Novak Djokovic à Roland-Garros, et là, sortir ça un mois après, mais en fait je trouve ça dingue, cette progression en un mois de craquer début de troisième à tenir en 5-7 en plus de 4h40 Novak Djokovic, je trouve ça tellement dingue, tellement fou en fait, et faire des points de malade, de psychopathe, c'est... Franchement, respect à Carlos Alcaraz, il rentre dans la cour des grands, ça y est, il a enfin, c'est le premier hors Big Four à gagner Wimbledon depuis 2003, c'est dingue, franchement, respect à Carlos Alcaraz, t'as été énorme sur tout le tournoi, t'as été monstrueux, t'as dominé Medvedev, t'as dominé Holger Rune, t'as dominé Berrettini. Il a eu un tableau en plus qui est très difficile parce que je dis Berrettini, Holger Rune, Medvedev, c'est pas des peintres ces joueurs-là. Novak Djokovic en finale. Novak Djokovic qui n'avait pas perdu en finale de Wimbledon depuis 2013, qui n'a perdu qu'une seule finale contre Andy Murray. C'est bien ce qu'il perd en 5-7 en 2012 contre Andy Murray. Je crois que c'est le seul à avoir fait ça, c'est Andy Murray. Et il perd à Wimbledon en finale. C'était le seul à avoir fait ça, c'était Andy Murray. Donc Alcaraz rejoint Andy Murray. C'est beau, il n'y a pas mieux pour lui. En tout cas, bravo Alcaraz. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas une si belle finale de Grand Chelem. Bah, depuis Nadal-Medvedev 2022, on n'a pas eu vraiment de belles finales de Grand Chelem. Là, on a une finale de dingue. Et puis un scénario de dingue, un contexte de dingue. Voilà, bravo Carlos. Bravo aussi à Novak. Parce que s'il y a un grand gagnant, il y a aussi un grand perdant. Novak Djokovic a souvent été d'ailleurs dans la case des grands gagnants. Cette fois-ci, c'était autour de Carlos Alcaraz. Respect messieurs, merci, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous dire un petit peu ce que vous ressentez. Si vous êtes fan de Djokovic, ce que vous avez un petit peu, ce qu'il a manqué un petit peu au CA. Si vous êtes fan d'Alcaraz, les émotions que vous avez sur ce match-là, évidemment, je pense qu'elles sont énormes. Et c'est ça aussi qui est dingue, c'est que le tennis, c'est des émotions partagées. Je pense que les fans de Djokovic sont tristes aujourd'hui. Les fans d'Alcaraz, ils sont au firmament, ils sont au 7e ciel. Mais c'est la beauté du tennis, et peut-être qu'à l'US Open, il y aura une revanche. Et peut-être que cette fois-ci, ce sera dans l'autre sens. C'est la beauté du tennis, mais en tout cas... Waouh, ça a un vent de fraîcheur, ça fait vraiment du bien et voilà, magnifique. Franchement, bravo Carlos parce que Djokovic là, fallait le taper, vraiment. Surtout en faisant un premier set comme ça, chapeau.